Dans ton profil Instagram, tu as un drapeau de l'Italie et un drapeau de l'Allemagne. Et tu dis préparateur d'athlètes puissantes. Ça veut dire quoi? Tu te bases sur ces pays Non, oui, alors oui. à la En fait, préparation sur la physique prépa, il faut savoir et des athlètes puissants. Tu peux nous expliquer ça? alors, Et les drapeaux? le drapeau, c'est que bah, quand je suis parti au Offenheim, j'ai vu comment ils travaillaient. Et ce qui est bien, c'est Tu que es parti là pour faire un stage, pour faire quoi? oui, on était en stage avec Sarcelles, mais j'étais parti tout seul également avec l'un des kinés. Ok. Et on m'avait envoyé là-bas. Et ce qu'il me disait, mais du coup, on était dans le bureau avec le chef de la prépa. Et ce qu'il me disait, en fait, tout ce que moi je fais, mais ils sont cinq pour le faire. Donc en fait, ça veut dire que j'étais dans le vrai depuis le départ sur ce que je travaillais. Donc ça m'a conforté. En plus, c'est un centre de formation. Il y a les pros juste au-dessus. Donc ça m'a conforté dans ce que je faisais de base. Du coup. Et en plus, je suis en train de me perdre dans mes explications. Et, Donc en Allemagne. ouais, Mm. et oui. Et du coup, leur façon de travailler est totalement différente parce que c'est un centre. Mais quand tu vois que sur le soulevé de terre, par exemple, pour travailler la partie basse, c'est à 100 kilos déjà sur un centre de formation, tu dis, ah ouais, les mecs, ça bosse, c'est des machines. Ça bosse. Ah, ça bosse, quand même. Et au final, c'est un club qui bosse relativement bien chez la catégorie jeune. Après, tu as le Bayern avec Holger Broich, je crois, de nom, qui est je sais pas s'il est toujours là-bas, mais qui était responsable de la préparation physique en salle. C'est pour ça que tu voyais qu'à bout d'un moment, les joueurs, ils avaient tous De pris Bayer, Oui, oui. les Ouais, ouais, ouais. Goretzka et tout ça ils là. étaient tous Mm, devenus monstrueux parce que lui, il se chargeait de la planification et de ce qu'ils allaient manger et de qu'est-ce qu'ils allaient mettre en place. Et forcément, on voit bien que dans la partie du football, c'est très rare. C'est très rare que tu vois des évolutions physiques. Alors, qu'elle soit comme celle-ci ou pas, mais c'est le temps au temps. Mais pour dire que ça travaille vraiment de façon dure sa préparation athlétique. C'est pour ça que tu vois maintenant le Barça de Hansi Flick. À ton avis, pourquoi ils sont aussi constants? Parce que le travail physique, il est totalement différent. Mm. Avec Xavi, c'était beaucoup ballon, travail intégré. Et euh, toi, t'es pas fan de ça? Là, ça dépend les moments. Ok. et Ça quand on dépend. parle des puissantes, des athlètes puissantes, Alors c'est du, des du, athlètes du, du coup, Bayer, ouais, quoi. c'est Tu des, c'est des, bosses c'est dans des ces athlètes. sens. Alors plutôt, pas forcément, parce que tu peux être petit et puissant, tu vois. T'es pas obligé d'être costaud, mais c'est Oui. plutôt moi, comment je travaille. Mon but, c'est que peu importe le poste, c'est que si jamais le terrain, qui est déjà de base techniquement est à l'aise, mais il a la puissance de démarrage, qui, quand il est lancé, il va super vite, a un impact, il est costaud. Donc moi, c'est plutôt ce type de joueur-là que je tends à développer, tu vois. Donc quand les joueurs ils arrivent, c'est pas juste on va courir, tu rentres à la maison. Non, non, on a un entraînement où on va se baser d'abord sur la partie purement athlétique. Ça peut être des sprints, etc. Puis après, complément, on va sur la partie musculation directement. Donc le but, c'est qu'après, ils aient des charges de travail qui soient au-dessus de ce qui peut être fait. Et du coup, forcément, sur la puissance de course, ça se ressent directement. Quand tu fais le travail de VMA, si tu as des cuisses fortes, toi-même, tu vas sentir. Tu vois, quand tu sentais que tu manquais de force quand tu avais perdu du poids. Et ben là, à contrario, tu vas sentir que. Putain, tu J'accélère, sais, quand tu j'accélère, quoi. débites, tu vois, quand, Ouais, ouais, ouais. quand, 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 quand tu cours et que tu sais que t'en T'envoies. vois beaucoup au niveau de l'accélération, tes impacts au sol, c'est très fort. Et ben, c'est plutôt sur Et ce tu te type sens d'athlète-là. bien, même. Ah. Et à Sarcelles, ah, franchement, j'avais ce prototype d'athlète. Hum. Et c'est agréable à avoir joué. Quand tactiquement, dans Ils le s'imprègnent cerveau, en plus. ils apprennent très bien. Et que techniquement, ça ressort bien. Et quand tu fais le pressing, les mecs, ça sort. Quand ça accélère, ça déborde. Ça bombarde ce côté. Ça À fait Sarcelles, plaisir. on a vu. Pardon, c'était une dinguerie. C'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Moi, franchement, j'étais. Tu vois, quand t'es préparateur, Tu prends du plaisir. quand la tactique elle est bien huilée, nana, etc. En plus que toujours après ils font des efforts, t'es assis comme ça, tu souris tout seul sur le terrain. C'était comme Juste, ça. tu savoures. Ah, tu savoures, tu savoures. Mais après le match, il y a l'entraînement de la semaine prochaine, ça va être la même chose. On On en va va quand pousser. même, on pousse quand même. Tu Donc, vois. quand on parle des athlètes puissantes, c'est dans tous les sens. Dans tout, Force, ouais, vitesse, ouais. Et saut. ouais, saut. Et faut qu'il y ait euh, l'endurance bien évidemment pour refaire les efforts, parce que si t'as pas l'endurance, bah oui. c'est bien d'être rapide, mais si t'es Donc, c'est à carbo, 100%, quoi. ouais. C'est un mec, C'est un un, athlète. un athlète complet, mais qui sera pas
de type endurance, c'est-à-dire qu'il ne va pas refaire juste des courses en monorythme. Non, j'aime bien. C'est vraiment quelqu'un qui arrive à changer de rythme, qui a des gros appuis, qui va vite, qui se repasse vite, qui est assez complet. Mais surtout au niveau des impacts, de l'accélération et de la vitesse de pointe, comme on a vu Vinicius, son but, Vinicius c'est un joueur puissant. Vinicius, c'est puissant. Explosif, puissant. vivacité. Et c'est un joueur qui est totalement différent du joueur qu'il y avait quand il y avait Hazard. Quand on lui disait Vinicius, il lui fait pas la passe. Tu vois, Benzema il disait à Hazard, fais pas la passe à Vinicius. Ouais, mais bon. Non, mais entre guillemets, tu vois. Sur le plan athlétique, pour moi, c'est toujours pareil. Hein. Oui. C'est toujours le même. Il a step up. non. Oui. Pareil. Ah non, il a juste augmenté. techniquement, il s'est nettement amélioré. C'est-à-dire qu'il a réussi, pour moi, à allier sa technique et sa vitesse. Mais tu voyais vraiment. Je pense qu'elle était déjà puissante quand il arrive au Brésil. C'est sa qualité. Moi, sa qualité première, déjà, c'est la vitesse et l'explosivité. Oui. Mais il y a une qualité à changer de direction, l'explosivité. Alors, non, mais qu'avant, arrivé. Ça se voyait pas parce que techniquement, justement, il n'était pas juste. Et un joueur qui est super, comme il disait, explosif, qui va rapide. Mais quand techniquement, il a les pieds de travers, tu vas dire, tu vas même pas voir que le mec, il va vite, en fait. Ouais, après moi, je suis pas totalement... Même Mbappé, il était un peu comme ça au début. De quoi? Mbappé, c'est un dribbleur de base. Il allait chercher la profondeur, parfois, il se perdait, quoi. Le ballon allait trop loin et il est sorti. Non. Je trouve que pour le coup, à Monaco, le gardien qui sort. Non, à Monaco, il était fort. Paris Saint-Germain, j'ai vu ça. À Monaco. Et Monaco, c'était avant Paris Saint-Germain. Moi, j'ai jamais vu. Techniquement, il a toujours été au point. J'ai vu ça au Paris Saint-Germain. Ouais, un match, peut-être. Je sais pas combien de matchs, mais par contre, parce que moi, j'ai pas franchement, techniquement, il est quand même assez. Par contre, pour Vinicius, je suis pas d'accord parce que il est. En fait, t'as des prérequis de base. Mais par contre, tu doutes bien depuis qu'il arrive au Real, il a peaufiné. Donc, c'est pas comme s'il a. Tu me dis si. Oui, enfin, s'il l'avait pas, non, je t'aurais dit non. Effectivement, il avait ce point fort. Mais il a surdéveloppé ce point fort-là. Ah non, oui. Après, par rapport à ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est juste, en fait, j'avais l'impression, limite, comme si avant, il n'était pas explosif. Il est devenu explosif. Non, il était. Pour moi, sa qualité, ça a toujours été ça. C'est pour ça que là, c'est encore plus flagrant, parce qu'il a encore bossé plus sur cette qualité. C'est pour ça que soit quand tu es préparateur, soit tu travailles sur des qualités fortes, ça va dépendre de comment tu vois les choses avec le joueur. Soit tu travailles sur ses qualités fortes, soit tu travailles sur son point faible. Ou point d'amélioration, je préfère dire. Et toi, t'es plutôt quoi? Point faible ou point fort? Quand même, ça dépend. Vu que je sais que le bénéfice que ça apporte d'avoir certaines qualités d'explosivité, tu vois, j'ai travaillé en priorité sur ce point-là. Ouais. Donc si c'est son point faible, j'ai pas travaillé sur l'endurance. Non, l'endurance, c'est facile à développer. J'ai travaillé sur la partie puissance, puisque c'est une partie qui est beaucoup plus dure si elle n'est pas innée. Tu mettras un peu plus de temps à la développer, donc je vais me concentrer sur cette partie-là. J'ai un milieu de terrain qui s'appelait, là il a signé à 3, il était avec nous l'année dernière, Aïssa, qui est super grand, très grosse VMA, je crois qu'il était à 20 et quelques également. Ah oui. Ouais. Alors, franchement, c'était incroyable. Ouais. Les joueurs que j'avais au club en termes de... Ouais, c'était fort quand même. Et il vient d'Arsarcelles. Ouais, et il était à Lille, et puis il n'a pas été gardé, il est venu à Sarcelles, et puis après il est parti à 3. Et lui, son problème, c'était ce manque de... les premiers appuis. Moi, on m'a souvent dit ça aussi. Et là, la réaction, les premiers pas. Pas la réactivité, parce que c'était un joueur intelligent. Les premiers mètres, quoi. Ouais, les premiers mètres. Et du coup, comme il est milieu de terrain. Ouais, exactement, accélération. Et comme il fait quasiment ma taille, il est grand, il est très longiligne, par contre, très fin. Donc ça prenait pas de temps pour démarrer. Ouais, et il a mis du temps. Mais après, il est venu me voir en fin de saison avec son père. Il me dit, Soulé, niveau vitesse, ça va. Rien à voir depuis. Parce qu'en fait, je fais des gros cycles de travail. C'est ça. Ouais, exactement, des cycles, des cycles. Et moi, je pars pas en... Comme j'ai dit, je fais pas des circuits. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu as mentionné, allez, cette semaine, on va agilité, après ces trucs. Ouais. Toi, tu pars vraiment en cycle. Et pourtant, en cycle, c'est combien de temps de 6 à 8 semaines, au moins. 6 à 8 semaines, ouais, pour que ce soit bien imprégné. Pour que ce soit bien imprégné, pour que tu vois la progression. Bien évidemment, tu peux faire des tests. Tu fais des tests? Je partais sur ça. Non, t'inquiète. Bien évidemment, tu as des pré-tests que je faisais. Donc, je fais des tests sur 10 mètres, 30 mètres. Et ça me permettait de voir aussi, comment ça s'appelle, le profil du joueur, son profil. Mais là on parle de puissance. Oui, on est toujours un peu dans cette partie-là, parce que c'est ce qu'on tend à développer et c'est lié à la vitesse. Et quand on regarde une saison de préparation physique, c'est côté puissance et il appartient à quelle phase dans l'année?
Elle est dans alors, c'est vrai que pré-saison, début de saison. légère, un peu en pré-saison. Pourquoi? Parce qu'en fait, les adversaires ils sont pas spécialement prêts à voir des joueurs. Enfin, les adversaires, comme quand on travaille comme ça pendant la pré-saison, ils s'attendent pas en fait qu'il y ait une équipe qui débute autant au début de saison. Parce que Aussi rapide. aussi rapide. Pourquoi? Parce Puissante. qu'ils font uniquement que de l'endurance et basta. Ils font pas. Nous, on a fait. Par contre, on a fait endurance. Donc, Bien évidemment. Oui. Endurance, beaucoup de renforcement musculaire. Parce que c'est vrai que si tu fais pas de renforcement musculaire et que tu pousses, ton joueur, tu vas le péter directement. Oui. Donc, attends. Donc, tu commences comment ton année? Je commence sur la partie endurance. Renforcement musculaire. Renforcement musculaire. Beaucoup de travail de prévention, beaucoup de répétitions, travail d'isométrie. Protocole nordique, comme ça. Nordique inverse. On travaille au niveau des... Parce que si tu n'as pas les adducteurs, je me suis aperçu, si tu n'as pas les adducteurs forts aussi, c'est compliqué. Ça peut tirailler quand même assez vite. vite. Joue sur des surfaces synthétiques, sur du dur. Ouais. Donc, si tu n'as pas les adducteurs forts, c'est compliqué. Et ça pendant 6-8 semaines. Alors ça, on a fait, dis-toi bien, on était en 17, on a fait 6 semaines de prépa. 6 semaines, c'est énorme pour un... C'est ouf. En 17. Ça enfle. Ça enfle. 6 semaines de prépa. 17. Mais 6 semaines de prépa. 17, ça n'existe pas. 17, t'arrives quoi 4 semaines, un mois avant. Même 6 semaines de pro. En pro, tu fais pas 6 semaines. On a fait 6 semaines parce qu'après, il n'y avait pas que la prépa. Ça dépend, et après, il y avait le travail tactique avec les coachs pour qu'ils aient mais pour qu'en fait, qu'il y ait un gros pic, après qu'il y ait les 2 semaines de récup pour qu'ils assimilent tout ce qu'ils ont fait. Moi, je préfère être large. Pas travailler après, ça dépend des coachs. Moi, le coach, il peut être en vacances. Il a dû flipper quand t'as lui dit 6 semaines. Non, il avait vu le travail, en fait. Donc, en fait, j'étais assez libre et on était très en phase sur ce qu'on voulait faire, tu vois. Ok, d'accord. Il me connaît pas. Moi, je lui ai au téléphone, je me dis, Ali, t'as vu, moi, je travaille comme ça. Je veux développer la puissance des joueurs. Je veux que tes joueurs, ils aillent vite. Je veux qu'ils reviennent vite. Je veux qu'ils soient endurants. Je dis, ouais, mais... t'es chaud. Tu sais ce que tu veux, toi. Et après, il me dit, tu viens de commencer. Je dis, ouais, je viens de commencer. Je voudrais te parler de la nouvelle collab entre Arena et le parc à maillots. Si tu cherches des maillots de foot historiques, rares et exotiques, le parc à maillots te propose une collection à prix cassé. Max 35 € pour les maillots de foot comme celui-là et 35 € pour les trainings. Avec le code promo ARENA10, tu as 10% de réduction sur le panier. Peu importe le montant, 100% authentique. Les maillots, ils sont certifiés. Et si tu regardes cette vidéo à la télé, n'hésite pas, flash le QR code ici en haut. Sinon, tu trouveras le lien et le code promo dans la description de cette vidéo. Le parcamaillot.com, c'est une super idée cadeau pour rester sapé avec du style. C'est de vrai, c'est authentique, c'est certifié. N'hésitez pas. Arena 10 pour 10% de réduction. Allez visiter le site web, leparcamaillot.com. Et après, tu passes. Et après, donc ça, le premier cycle. Ouais. Et après, je regarde quand même la partie motricité. Alors, tout ce qui est échelle de rythme, c'est pas ce que moi je fais en tout cas. Moi, je me base pas du tout là-dessus. Ça peut être idéal sur tout ce qui est appui, s'il y a tirage, mais tout ce qui travaille fréquence d'appui, c'est pas l'idéal. Donc moi je travaille, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de joueurs au départ, c'est parce que moi je fais beaucoup de travail, la pose du pied, les bras et tout ce qui va avec. C'est dur ça. Parce que c'est plus athlétisme. On va dans les détails. Ouais, j'ai vraiment des détails. J'ai une vidéo d'un joueur aussi, je pouvais remontrer. On a beaucoup travaillé. Coordination. C'est devenu magnifique. Oui, non mais pointe de pied, ça fixe le bras ici. C'est Thierry Henry qui faisait, on me disait qu'il faisait des petits spécifiques. Bon, après je sais pas si c'est vrai ou pas, avec des entraîneurs d'athlétisme. Parce que la coordination pour la course et tout, justement, tu gagnes des trucs là-dessus. Et tu vois, on parlait du staff. Et ben moi j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur en athlétisme qui a beaucoup d'athlètes qui sont dans les championnats de France. Il a un master en biomécanique. Et pareil, il est venu. Biomécanique, master. Ouais. Si l'autre droit il n'est pas aligné, le mec, il te tire l'oreille. Du coup, il est venu aussi. C'est pour ça que ça m'a permis d'être complet. Il est venu dire, Soulé, tu travailles le pied comme ça, tu poses comme ça, tu fais comme ça. Et pas qu'une seule fois, il est venu, je crois, on s'est vu 2 fois. Après, j'ai imprégné. Et comme j'ai beaucoup de joueurs, je remets directement en pratique, j'attends pas en fait. Ça qui est bien, c'est que moi, je remets en pratique directement. Et tu perds pas de temps. Tes erreurs, et je corrige mes erreurs directement. Par rapport à la convergence oculaire, quand tu vois, c'est quoi? T'as des athlètes qui n'arrivent pas, quand ils fixent le doigt au bout ou la pointe du stylo,
t'as un moment, t'as un œil qui dérive, qui dérive et qui suit plus le point fixe. Ouais, comment t'appelles ça, ces cours-là? Ah, pour revenir encore à Marseille, pardon. On m'avait fait ce cours-là. Et tu devais suivre ton doigt et tout. Et l'orthopsie, t'as des cours, je sais pas, des séances, on va dire, vraiment pour travailler Après, ton doigt pour pas que... Parce qu'au bout d'un moment, quand tu lâches, ton œil, il part. Et ça peut jouer dans la coordination moteur. Alors, ça joue déjà dans les mouvements. Dans les mouvements, peut-être, je vais pas dire de conneries, mais plutôt sur aussi l'appréciation du ballon aussi. Donc, ça peut influer aussi ta manière de recevoir le ballon et comment tu peux traiter les informations également. Après, tu as la vision périphérique également. Donc, quand tu prends les informations, si tu as deux joueurs qui ont une vision périphérique sur le même poste similaire, ils peuvent ne pas très bien s'accorder sur le terrain également. Donc, tu as beaucoup de choses là-dessus également. Et on était à où du coup? Donc, début de l'année, endurance, coordination moteur, bien donc sûr. Je regarde aussi cette partie-là. Donc, si par contre je vois qu'il y a un problème de motricité, entre guillemets de mécanique de course, là, à chaque échauffement, c'est ce qu'on faisait. Chaque échauffement, en fait, l'échauffement, c'est pas un échauffement basique, en bouillie, on va dire ça comme ça. C'est pas un échauffement désarticulé. On va passer par le bas, après on va revenir en haut. Après, non. En fait, je pars de haut en bas et quand on arrive au niveau des mollets, c'est à ce moment-là on fait un travail de pied. Travail de pied, donc point de pied, ça monte, bam. Travail d'attaque attaque talon, poussée pointe. Travail sur la pointe des pieds. Travail de skip, c'est le truc classique. Donc voilà, en fait, j'ai mis un protocole qui va permettre au fur et à mesure de corriger sans autant que je fasse des sessions dessus, mais comme je l'inclus dans l'échauffement, au fur et à mesure, en fait, il se corrige. Et par contre, fais attention à ton pied. Quand je vois les joueurs, je dis attention. Par contre, quand c'est en individuel, c'est rapide. Individuel, en 2-3 séances, ils apprennent directement ce que je dis. C'est réglé. Mais comme tu as beaucoup plus de joueurs, je dois prendre déjà moins plus de temps. Mais passons. Et après, c'est à partir de ce moment-là, je fais les tests de vitesse. Sa vitesse. Ouais, je passe quand j'ai fait tout ce qui va avant de travailler sur la puissance, même si on avait fait un peu en pré-saison avec le démarrage et les 30 mètres ou 40 mètres voire 50 mètres, je fais un travail de test. Donc, à la maison tout bête, toi Carlos, tu t'es très lent au départ, mais quand je regarde les derniers résultats sur les 50 mètres, tu es le premier arrivé. Tu te doutes bien que je vais te faire travailler du coup le démarrage parce que tu es le dernier dans le classement. Donc je vais dire écoute, en soi ton démarrage est lent, mais comme tu es un joueur puissant, mais par contre tu manques de vitesse tu manques de force et de puissance sur le démarrage. Explosion. Donc ça veut dire que toi, je vais te mettre même si ça peut être un peu relou, mais après j'essaie de varier, de mettre un peu de ballon par moment, etc. pour qu'en fait il ne soit pas toujours trop redondant au niveau d'exercice. Mais par contre pendant 4 semaines, tu auras un groupe qui va faire de la puissance au démarrage et tu en as un groupe qui va travailler vraiment la partie lancée. Souvent c'est les petits gabarits qui manquent de puissance sur les longues distances. Donc démarrage très rapide, mais après au fur et à mesure ils s'effondrent. Donc eux, on va travailler sur les longues distances chargées avec un petit piston ou un petit chariot, et ça va permettre au fur et à mesure de prendre en puissance au niveau des jambes, mais ils auront moins tendance à décroître au niveau de leur vitesse de pointe. Okay. Après la vitesse, tu as la partie agilité, changement de direction. Ça va beaucoup, changement de direction. Souvent, tu verras que tu as des collègues, quand ils changent de direction, ils s'écrasent directement sur l'appui, donc ils ne sont pas en mode bam, je repars. C'est bam, 1, 2, 3. Comme les chats. Ouais, ça met trop de temps pour repartir. Et du coup, forcément, il y a un manque d'agilité. Souvent, c'est les grands gabarits. Et je l'ai vu aussi à Aubervilliers par rapport à ça. C'est que tu as des grands gabarits sur le changement de direction. Ils vont mettre plus de temps qu'un mec comme Valbuena, tu vois. Et tu as des petits gabarits aussi qui vont mettre plus de temps à repartir parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler. Et après, tu auras du travail aussi, unilatéral. Donc, je travaille toujours la jambe droite, puis jambe gauche, moi, j'isole toujours. Et tu vois, quand ils vont faire du travail de plio agilité, c'est des sauts, mais avec des changements de direction. Et tu vois qu'ils vont s'écraser. Donc, ils ont moins de force à droite par rapport à la jambe gauche. Donc, quand ils vont sauter une haie, là,
Donc quand ils vont faire ça, et ben sur la jambe droite, il va s'écraser, il va faire 2 sauts, après il va repartir parce qu'il est moins fort d'une des jambes. Donc en fait, pour que sur le travail de changement de direction ce soit optimal, on isole jambe droite, jambe gauche, et pareil sur la partie plio. Donc plio, c'est en gros ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est de la pliométrie si le temps de contact au sol est très court. Par contre, c'est de la puissance si tu fais juste un saut sur la boxe, t'es là, tu te prépares, tu sautes, tu redescends, tu te remets en place. Oui, ça, là, on travaille la puissance. Là, le but, c'est que... Ouais, plio, c'est plus, par exemple, s'il y a DS, saut... Corde à sauter. Ouais, saut. Saut sur la boxe, bam, bam, bam. Oui, c'est ça de la pliométrie. Ouais. Pour les grands gabarits, comment tu travailles la rapidité de changement de direction? Ce qui est bien, c'est que, comme je dis, moi, j'ai tous... Parce que les petits, comme tu as dit, Valbuena, c'est facile. On voit sur le terrain, ils sont rapides. Ouais. Parfois, voilà. Normalement, ils sont rapides. Ouais. Mais les gabarits un peu plus grands, Pogba, Ryan, ils sont pas plus longs. Alors, de 1, ce qui est bien, c'est que moi, j'étais un joueur qui n'était pas rapide, en fait, de base. Parce que j'étais très grand à ce moment-là. Enfin, en 10, je faisais 1m87, mais je faisais 69 kg. T'étais pas gros. 69, ça va. 69, ça va. Ça va pas. 87 1m87, 69 kg. J'étais super fin. Ouais, bah, trop maigre. Trop maigre. Trop maigre. Ouais, trop maigre. Trop maigre. Et forcément, je faisais beaucoup d'endurance. Je vous avais dit que j'allais courir, etc. Très, très endurant. Ouais, mais pas puissant. Pas puissant. Et du coup, je me suis dit, au bout d'un moment, quand on dit, t'es lent, ouais, c'est vrai que des fois, je manque de pêche quand je suis pas à 100% physiquement. Donc, ce que j'ai fait, très simple, travailler en salle de musculation. C'est ce travail-là qui va te permettre de développer tes fibres rapides. Donc, en fait, pour faire au plus simple, tu as les fibres rapides, fibres lentes, par exemple. Après, c'est dans la génétique. C'est dans la génétique. On expliquait souvent que les athlètes noirs, dans les sprints, ils avaient plus cette fibre rapide que... Voilà, on va dire ça. Mais ça dépend. Ça dépend. C'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Et du coup, moi, comme si je faisais du sprint, je les aurais développés, donc j'aurais été rapide. Mais comme je faisais que de l'endurance, forcément, mon corps il s'est habitué à la fibre lente. À la fibre lente. Donc il y a une recrudescence des fibres lentes. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai commencé à bosser en salle. Travail tempo, ça pousse vite. Travail travail de vitesse avec des intensités très élevées sur le même mouvement, avec des charges moyennes. Et ça, au fur et à mesure, ça m'a permis, en plus du travail de sprint sur terrain et du changement de direction, d'aller d'un côté, et au fur et à mesure, tu développes ton système nerveux, parce que c'est ça qui te permet en fait de développer ta réactivité. Ouais, et ta puissance. Donc plus tu as un système nerveux qui est optimal. Donc c'est pour ça que des fois tu vois des athlètes qui sont pas super costauds, mais comme ils ont l'habitude de pousser lourd, ils sont très, très, très rapides. Donc leur cerveau il réagit vite aux informations qu'ils vont envoyer aux muscles. Cette réaction. Donc c'est beaucoup plus réactif. Et donc ça, en salle, tu travailles la puissance rapide. Tu travailles la salle après. C'est beaucoup de points et tu pousses rapide. Oui, mais après on y va bien niveau crescendo, parce qu'il faut que la technique elle soit bien idéale, etc. Donc j'y vais petit à petit. Mais pour reprendre mon genre de Laval, lui, je savais que je pouvais... C'était juste la pré-saison, je les ai eu la pré-saison. C'était juste pendant la pré-saison. On a pas travaillé pendant 4 semaines, je crois, un truc comme ça. Et par contre, lui, je savais que je n'allais pas perdre mon temps. C'est-à-dire qu'il est déjà en avance par rapport aux jeunes qui peuvent travailler. Peut-être il y a des jeunes qui étaient à 10-15 kilos, lui, était déjà sur les épaules, il était déjà à 50 kilos, par exemple. Donc il était déjà très fort. Et lui s'il travaille déjà comme ça, quand il va arriver chez les seniors, si niveau de la tête ça suit, et niveau du pied ça suit, il va manger tout le monde. Il va manger tout le monde. Il doit un peu de pépins physiques, parce qu'après, bien évidemment, il faut parler de la souplesse qui va avec, parce qu'il n'y a pas que pousser. Il faut que tu sois souple et bien mobile. Et si tu es bien souple et bien mobile, tu risques tu minimises les blessures. Et si tu es un peu à la diète qui suit, tu sais comment manger. Et c'est pour ça qu'au niveau des 17 ans, tu me dis que c'était un peu too much. Mais tu vois... Non, quand je dis c'est un peu too much, parce que c'est rare à cet âge-là qu'on mette des choses en place, tu vois, surtout dans le secteur amateur. Tu vois. Déjà, dans le secteur pro, c'est compliqué. C'est pour ça que je te dis ça. Ouais. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cette notion-là. Comme je t'ai dit, de base, la plupart pas la plupart enfin, on ne généralise pas, bien évidemment, mais tu as peut-être 70% des prépas qui sortent des écoles, ils vont faire un stage dans le centre de formation.
ça va, ils font le taf, on les garde. Après, basta. Ça veut dire qu'ils étudient pas plus que ça la musculation. Peut-être qu'ils étudient la prépa, aucun problème hein, avec ça. Mais sur les autres parties, si tu as envie ou la partie kiné, comme on disait tout à l'heure, bah, comme il y a déjà un kiné au club, pourquoi je vais me casser la tête en fait à apprendre de mon côté et moi, comme je suis libre, bah, je peux avoir n'importe quel praticien et tu travailles comme ça, ok. Et on échange. En fait, c'est un échange également. Et bah, ça me permet, en fait, comme ça, quand je rentre en club, si le coach me fait confiance et me laisse travailler, au moins, je sais que tes athlètes, je vais les amener d'un point A à un point B directement. Et tu vas avoir l'évolution au fur et à mesure. Donc, bien évidemment, après, ce qui est bien en centre de formation ou plutôt chez les pros, c'est que tu as un entraînement le matin. Après, tu peux faire tes soins. C'est ce qu'on n'a pas en sortant avec Santa Club de N2. Tu fais tes soins, tu fais ta sieste, etc. C'est une récupération optimale. Quoi. C'est pas tu vas au travail, tu arrives, etc. Même pour le ramadan, si tu vois bien, un exemple tout bête, je sais pas comment ça se passait à Orléans par rapport à ça, mais pareil, imagine que tu as un entraînement à ce moment-là, et ben, tu as des aliments types à envoyer. C'est pas juste boire du lait, des dates, c'est pas ça. Ce qu'on fait en tout cas chez les amateurs. C'est envoyer des acides aminés, pas des protéines, parce que la digestion sera plus lente. Beaucoup d'acides aminés. Mais plus des BCAA directement. BCAA, t'envoies des gailles de riz. Électrolytes, quoi. Ouais. Et pas pareil. C'est pas pareil. Là, t'envoies des protéines, du coup, directement. T'envoies des protéines, ça permet que ton muscle se préserve. T'envoies des électrolytes, ça permet d'avoir les minéraux et le sucre qui va avec, comme si on prend l'exemple du Powerade par exemple, tu vois. Comment ? Des fois on te dit de prendre ça, quoi. Non, bien sûr, mais c'est bien. Mais ce que je te dis, c'est que pour limiter la casse musculairement, t'envoies plutôt t'as 3 acides aminés en fait. Isoleucine, valine et j'ai un petit trou de mémoire. C'est pas grave. Ouais. Tu vois, je suis pas venu en ramadan. Ouais, et du coup, bah, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tu envoies ça du coup directement. Donc, ça permet d'arrêter le catabolisme musculaire. Donc, ça t'évite entre guillemets, que ton corps détruise ta masse musculaire pendant le ramadan. C'est pour ça que tu en as qui voient qu'ils perdent du poids. Ils perdent du gras, mais ils perdent aussi beaucoup de muscles. Et ce qui est induit à pas mal de blessures pendant la phase du ramadan. Et par contre, si tu es à l'entraînement, le coach dit les gars, ok, c'est l'heure. Bon, pour ceux qui font vraiment allez prendre vos collations et vous revenez sur le terrain. Et ben là, du coup, ce que tu fais, tu envoies beaucoup de glucides. Comme ça, ben, tu recharges tes réserves musculaires et ton corps va taper dans ce que tu vas lui donner parce que la digestion elle est rapide. Ou soit tu peux si tu n'as pas envie de manger quelque chose de solide parce que c'est compliqué après quand tu vas sur le terrain, tu prends de la maltodextrine. C'est du maïs, c'est une poudre de maïs et c'est chargé en sucre. Et c'est que du maïs dans tous les cas. Tu mets 50 grammes dans ton shaker d'acide aminé, tu bois ça, tu as du sucre, digestion rapide, donc c'est directement disponible pour le corps, et tu as des acides aminés ici qui sont disponibles pour limiter le catabolisme, et quand tu as terminé ta séance, bah, tu as ton shaker de protéines, là on va envoyer les 9 acides aminés directement, donc là on va vraiment nourrir tout le corps directement. Après tu rentres à la maison. Avec ça, tu encore réingères une source de sucre pour encore recharger. Tu rentres à la maison, tu fais ton repas directement et après, bah, tu suis le protocole comme ça pendant la phase du ramadan. Et ça permet de limiter les blessures et ça permet de garder les joueurs performants. Mais forcément, pour un club amateur, c'est très, 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 très dur. C'est chaud de mettre ça en place parce que c'est-à-dire que tous les joueurs. Le club et pour les joueurs, surtout, non, parce que le club, il va rien faire. Ah non, il va rien faire. C'est pas tous les joueurs qui mettent ça. Mais tu sais que c'est même pas tous les clubs pro qui mettent ça en place. Non, je sais, mais ils mettent quasiment pas ça en place parce qu'ils sont pas. Déjà, il y a un souci. On va pas se mentir. Il y a un souci politique. Ouais. Il y a un souci politique déjà par rapport à ça. Ouais. Oui, déjà un souci politique, mais bon, il faut s'arranger avec le souci politique. Non, mais toi, parce que Beto, toi, tu vois dans ça. Le nutritionniste du club qui va mettre un protocole en place pour éviter ça. Sauf que dans leur tête, ils ne voient pas ça comme ça. Oui, c'est ça que tu n'as pas compris. Il va dire, c'est pas mes affaires. Voilà. On va continuer. On dirait, écoute, ils vont dire limite. Ils vont tout mélanger, ils vont dire limite c'est pas notre culture, si tu choisis de le faire, ok, tant mieux, on va le respecter. Mais ça, en gros, des entraîneurs ils te disent c'est con ça. Bah oui, c'est con. S'il y a des problèmes, mais ils vont dire si tu te blesses, tu fais, on respecte. Si tu te blesses, en gros c'est ton problème. Mais vous pensez que les clubs pro
Ils font ça. Bah, j'étais quoi? Je te parle en connaissance de cause. Tu me dis, si tu penses, tu penses. Je te dis, au club, les risques de perdre des joueurs parce qu'il n'y a pas envie de mettre un protocole pour. Non, mais regarde. Mais maintenant, je te mens pas, ça s'est plus développé. Parce que il y a un peu plus de joueurs qui le font. Bon, en plus, ça en parle de plus en plus aussi dans les médias. C'est-à-dire, tu as des clubs qui mettent quand même en place certaines choses. Ils essayent. Mais tu reviens 5-6 ans en arrière. Tu fais ce que tu veux. C'est tes affaires. Mais et encore, c'est pas aussi pointu parce qu'ils vont te mettre la banane, par exemple, et la banane, ça passe par le foie, c'est pas disponible directement pour le muscle. Donc en fait, ton corps, il met du temps en fait à le renvoyer dans le système sanguin, tu vois. Et c'est pour ça que ils mettent des choses en place. Mais si tu mets des barres de céréales, alors là, ils te détruisent directement. Barres de céréales. Non, mais c'est quoi ce que tu appelles mettre en place? Parce que moi, quand je suis ils mettent en place, c'est vraiment. Après, c'est carré. Hein. Oui, moi, non, mais. Par exemple, moi, j'étais dans un club il y a 2 ans où moi, je gérais avec un diététicien qui venait pour le club, tu vois. Mais c'était moi, de mon côté, je gérais. L'année d'après, là, ils ont carrément fait venir une diététicienne, une nutritionniste. Qui a discuté avec les personnes qui allaient observer le jeune. Et là, ils ont vraiment mis des choses, je ne vais pas dire un peu plus pointu, parce que c'était déjà pointu avec moi, mais tu vois, il y a eu un vrai travail. Pour le Ramadan. Mais ça, c'est un vrai travail. Mais tu en as qui essayent, qui font pas appel, entre guillemets, avec des diététiciens ou des nutritionnistes, qui vont juste te dire, non, les gars, ou le préparateur, il va dire, non, t'inquiète, les gars, je vais mettre pour la coupure du ramadan, je vous mets des barres de céréales, jus d'orange, un peu de lait, des dates pour rester dans le thème. Exactement. et basta, tu vois. Et en fait, c'est quand même, dans la plupart des clubs, c'est pas aussi précis que ça, tu vois. Et le but, c'est au fur et à mesure, moi en tout cas personnellement, mon but, c'est de vraiment au fur et à mesure que vraiment faut que ce soit précis, tu vois. Faut que ce soit précis, parce qu'après, si les joueurs sont performants, c'est bénéf. S'il n'y a pas de blessure, c'est magnifique. Donc moi, le but, c'est d'arriver vraiment sur cette partie précision-là. C'est pour ça que chaque année où j'arrive à step up, où j'arrive à monter de niveau à chaque fois, et forcément, le but, c'est pouvoir amener ce type de travail-là. Et on ne va pas se cacher. Et ça fait peur. Tu vois, il y a des choses qui font peur au club parce qu'ils n'ont pas l'habitude. En Italie, tu parles de créatine, il n'y a pas de problème. Depuis tout à l'heure, j'ai dit, il va nous réciter tout, il n'y a pas de souci. Je vais lui demander ce fameux produit, la créatine. Alors, c'est pas un produit. Pas produit, ce complément. C'est ce complément. Alors, moi, je mets ça. Moi, j'ai pris la créatine il y a 20 ans. Et du coup, c'était pour faire une prépa et j'ai pris la créatine. Et ça donnait quoi? Tu sentais bien? Moi, j'en prends en ce moment. Pas en grosse différence. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire s'il y avait une différence. Alors, explique-moi comment tu le prends. C'était pas bon, ça, je ne vais pas te dire. Alors, avec l'eau, laisse tomber pour avaler ces trucs. Après, je sais que il y a 20 ans, c'était chaud. Hein. Il y a 20 ans, c'était pas pareil. Là, moi, ça va, le goût, on limite rien. Oui, parce que c'est pas pareil. Avant, c'était différent, tu vois. Le goût, il y a beaucoup d'études sur la monohydrate, tu vois. Après, je te laisse m'expliquer déjà comment toi tu l'utilises, parce que ce serait trop facile. Moi, écoute, c'est le matin avant de commencer, avant d'aller à l'entraînement, ou bien, maintenant, comme je vais à la salle, je m'entretiens, j'en prends à jeun, 30 minutes au moins. Avant. En fait, ce qui est un peu... Soit je le prends pendant mon petit-déj, ou à jeun, comme c'est sur la notice de mon truc, sur ma notice, et je dépasse pas 5 grammes, quoi. 5 grammes Et en général, sur les préconisations qu'ils disent, c'est 3,5 grammes. Ils te disent de ne pas dépasser 5 grammes. Quoi. Alors, mais je gonfle. Je fais beaucoup de rétention d'eau en fait, avec ça. C'est pour ça que je te pose la question, est-ce que c'est bien ou bien? Je te pose encore une question aussi. Pour toi, la rétention d'eau, elle est bonne ou elle est mauvaise? Moi, je trouve que c'est mauvais. Ok. Je vais t'expliquer du coup un peu les choses. Alors déjà, ta créatine, tu vas beaucoup mieux l'assimiler si tu manges quelque chose de solide avant. Une source de protéines, par exemple. C'est pour ça que les gens ils nous disent souvent, tu prends ta protéine, mais tu mets ta créatine après la séance. Pourquoi l'assimilation sera beaucoup plus rapide? Donc si tu prends ta créatine à jeun, du coup, tu vas beaucoup moins bien l'assimiler. Mais pourquoi ils disent de faire alors? Ah ça, je sais pas quelle mort t'as pris. Allez, après du coup, ce qui se passe, c'est que ta protéine, ta créatine, tu la prends tous les jours.
Ouais. Mais après, en fait, je suis un peu. Ou de temps en temps. Je prenais après. Pas psychose, mais vas-y, tu vois. En vrai, relou. Je te mens pas, relou. Créatine, comme je t'ai dit, tu gonfles. Ouais. Alors, je vais t'expliquer du coup. J'ai essayé de faire de A à Z. Et j'ai eu mal au ventre. Une fois, j'ai pris la créatine, mais justement, comme tu as dit. Diarrhée? Non, mais juste mal de ventre. T'avais mangé? Ouais, j'avais mangé justement. Ok, ça marche. Alors, ce qui se passe pour la créatine déjà, est-ce que tu es au courant qu'il y a un label dessus? Oui. Bon, ça c'est bon. Ouais. Okay. Donc tu as un label. T'as un label qui s'appelle Créapure de base, c'est le label, label de la créatine. Après la créatine, il y a plusieurs façons de le prendre. Soit tu fais une phase de charge, ça veut dire que tu as à peu près 20 grammes par jour. De créatine, 20 grammes? Ouais. Donc tu as 5 grammes, tu prends 5 grammes sur un repas, 5 grammes sur un repas, ainsi de suite, et tu dispatches. Ça permet de saturer ton corps rapidement en créatine. Donc ça veut dire qu'au bout de 5 jours, ton corps il est déjà saturé. Par contre, tu prends 5 grammes par jour, quand tu viens de commencer, ton corps il met plus de temps à saturer les muscles, etc. Donc tu as cette chose-là. Après, 20 grammes pendant 5 jours. Ouais, 20, je crois que j'étais même... Et après, tu maintiens 20 grammes? Non. Après, dès que tu as fait les 20 grammes, du coup, directement, tu repasses à 5 grammes. 5 grammes par jour. Pour maintenir. Pour maintenir et pour que le muscle soit saturé. Parce que ça va te permettre de faire les efforts à haute intensité beaucoup plus longtemps. Et si tu mets des glucides, du sucre avant le match, et ben, la créatine plus les glucides, donc les sucres, ça va te permettre d'être beaucoup plus endurant à l'effort. Donc tout ce qui est effort explosif, tu vas recharger beaucoup plus vite, donc tu pourras les refaire beaucoup plus facilement. Et si tu as du carburant comme les glucides, bah, je mets le carburant, et ben là je vais pouvoir maintenir sur l'endurance l'effort à haute intensité. Donc déjà ça va servir à ça. Est-ce que tu peux faire dans le quotidien, tu manges quoi? Moi? Non, pour le sucre. Quand je dis sucre, avant essence, qu'est-ce que tu conseilles? Avant l'essence, bah, t'as les galets de riz qui s'assimilent super vite. Donc galets de riz, c'est du sucre pur. C'est comme des pop-corn, l'assimilation est super rapide. Et voilà, tu perds pas de temps et ça te pèse pas au niveau du ventre. Ensuite, t'as la maltodextrine. 1, 2, 3, combien? Ça dépend de ton poids. Moi, je pars sur 5 au minimum. Okay. Après, bah, je rajoute 5 comme ça avec non, ça passe bien. Ça passe. Après, tu mets des dattes parce que les dattes, il y a des fibres. Et du coup, les fibres, ça permet d'être beaucoup plus endurant aussi à l'effort. Donc, tu as les gars de riz qui sont du sucre rapide, donc c'est directement disponible. Mais par contre, les dattes, comme il y a des fibres, et ben, en fait, ça permet. Pas plus de temps. Ça met plus de temps et du coup, ça va éviter que tu fasses une descente directement. Un crash pendant un match. Donc, tu tiens pendant le match ou l'entraînement. Et tu tiens pendant un match. Et la créatine, ça va te permettre par contre de refaire les efforts explosifs beaucoup plus facilement. Mais au bout d'un moment, forcément, si tu n'as pas de carburant, c'est compliqué. Donc là, tu as la créatine, c'est la voiture, tu envoies les glucides, bam, bam, et ainsi de suite. Je te montre. Ouais. Après, tu regarderas après. Ouais, je regarderai après. Ok, nickel. Déjà regardé. Ouais, j'ai regardé. Et la marque de contrôle, ça s'appelle Nutri-Control, je me suis rappelé. Nutri-Control, ça contrôle les protéines, comme je vous disais tout à l'heure. Mais je reviens à nos moutons pour que on comprenne bien. Donc, ce qui se passe, voilà, tu satures, etc. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas faire de la musculation, en fait, de un, ça va te permettre de sécher. Ça ne te fait pas de la mauvaise rétention d'eau. Ça te fait de la bonne rétention d'eau intracellulaire. Donc, au niveau des cellules, tu as des particules. Quand tu prends de la créatine. Tu as des particules d'eau qui se glissent au niveau musculaire et ça permet d'avoir un bon glissement au niveau des tissus. Donc, tu te sens beaucoup plus gonflé. Pourquoi? Parce que musculairement, tu prends un gabarit. En aucun cas, ça va te ralentir. En aucun cas, ce sera une mauvaise rétention d'eau. Donc, ça va te servir, par contre, à être beaucoup moins blessé. Par contre, toute la mauvaise rétention d'eau que tu peux faire parce que tu ne bois pas assez ou tu manges beaucoup salé, là ça va te permettre de l'éliminer. Donc c'est de la bonne rétention d'eau. Et par contre, ça va te permettre aussi sur ton travail de force en salle, tu seras beaucoup plus fort. C'est-à-dire que tu vas pousser beaucoup plus lourd, beaucoup plus rapidement. Et c'est un travail qui se tient. Bien évidemment, si tu arrêtes la créatine, il faut juste que toi tu continues à faire tes entraînements réguliers en salle, tu ne vas pas perdre tes bénéfices. Et bien évidemment, c'est une aide qui est très importante, surtout sur le travail explosif. Donc si tu fais de la salle, et déjà de 1, il faut que tu l'ingères avec ton plat, tu manges des œufs par exemple le matin,
1 heure avant ta séance ou 30 minutes avant ta séance, ça dépend comment tu digères. Tu envoies ta créatine, bam, avec la protéine, c'est ingéré directement. Tu vas faire ta séance. Donc là, tu n'auras pas besoin de reprendre la créatine en fin de séance. Tant que tu la prends dans la journée, c'est l'idéal. Et du coup... peu importe la forme. Par exemple, tu vois, des créatines sous plutôt en poudre. Plutôt en poudre. Ouais. Comme c'est en poudre, l'assimilation est beaucoup plus rapide. C'est comme tout. Mais il n'y a pas de... Tout qui est poudre, là... Poudre, c'est quand c'est en poudre. L'assimilation, elle est plus facile. Mais après, si, par exemple, moi, je me suis trompé, j'avais pris gélule. Non, aucun problème. Tant que... Parce que après, tu as d'autres créatines qui sont un peu moins étudiées. Mais la mono, c'est la monohydrate. Tu as la créatine... éthylester. Éthylester qui est une créatine entre guillemets assimilation rapide, mais voilà. Voilà. Mais en gros, dans tous les cas, très simple, ça te permet d'être beaucoup plus puissant. Tu prends beaucoup plus vite en force. Ça te permet d'avoir une bonne rétention d'eau pour les blessures. Tu les évites beaucoup plus facilement. Ça te permet d'être beaucoup plus fit. Moi, mes filles à la salle, ils utilisent. Après, c'est vrai, je te demande pas, quand je prenais la créa, on dirait ton corps il est plus dessiné. Oui, t'es plus shred, t'es beaucoup plus sec, beaucoup plus dessiné. Et c'est pour ça que c'est quand même assez idéal. C'est un bon complément de performance pour les joueurs. Et tu vois, si ça, en fait, tu dis ça au club, à la direction, tu arrives, tu présentes tout ça. Ça fait peur. Ça fait peur. Ils vont dire, ouais, mais on n'a pas l'habitude de ça. Ouais, mais non, on veut. Ouais, ou soit ils vont dire oui, ils vont te prendre un peu d'eau, soit ils vont dire oui, bon. Voilà. Parce que ouais, il n'y a pas de contre-indication cardiaque. Aucun problème. Okay. Aucun problème après la créatine. Aucun problème. La créatine est présente naturellement dans la viande. Et tous les compléments que tu prends, la BCA, etc. Pareil, c'est des protéines qui sont naturellement présentes dans la viande. On les isole pour certaines, puisque l'assimilation, elle est plus rapide. Et pour les autres, on les laisse sur les 9, parce que là, tu as toutes les protéines nécessaires. Mais de base, aucune contre-indication. Des fois, on me regarde, mais ça va doper les joueurs. Ouais, mais c'est ça. Les gens, moi, j'ai entendu créatine, on mélange direct au dopage. Hein. Ouais. C'est dingue comme les personnes ils sont encore dans ces délires. Parce qu'il y a des années que ça s'utilise. Mais le problème, c'est que. Normalement, c'est une info qui voilà, elle est diffusée, quoi. C'est bon, c'est pas de. Mais comme j'ai des joueurs qui jouent en Italie, c'est pas du tout pareil. En Italie, déjà, le travail physique, on me dit Soulé, le travail physique, j'étais nul. Je sortais d'Amiens, je suis arrivé en Italie, j'étais nul. Tout le monde raconte ça. Il fallait que je me mette en. Même Zidane. Il faut passer en Italie pour voir le travail physique. Moi, l'Italie, c'est. À la Juve, c'est là que ça. Ah oui, il a dit ça aussi. Moi, on m'a raconté une histoire qui disait quand il signe à la Juve, il pouvait pas. Tellement que c'était dur, il pouvait plus monter les escaliers de sa maison. C'est-à-dire qu'il a mis sa chambre en bas. Ah non, ouais. Les histoires, c'est vrai, mais tellement que c'est niveau-là. Mais c'est vrai, moi j'ai un joueur qui je crois, il était à Vérone. Non, il devait signer un jeu, mais je sais pas si ça s'est fait. Mais il était à Vérone. Il me dit, Soulé, j'étais à Amiens. Amiens, je travaillais un peu. Tu vois, j'étais bon, ça va. Et après, t'es allé en Italie. Il me dit, ouais. J'ai dit, c'était dur. Hein. Il fait, on m'a mis de côté pendant 1 mois, 2 mois. J'ai dû faire que du foncier pour arriver au niveau des joueurs. Il m'a dit, les joueurs, ils faisaient ça normal. Mais moi, j'étais là, j'étais en train de cracher mes poumons parce que c'était beaucoup trop dur. Alors, tous les joueurs qui ont passé ici, qui ont une expérience et c'est pour ça en que, Italie, tu vois, des ex aussi. Moi, je suis préparateur. Tu doutes bien que être 2e, 3e préparateur, tu mets à l'Atalanta Bergame. Oh là là. Alors, tu mets à l'Inter, je t'en parle pas, tu vois. Et donc, forcément, c'est des pays où quand tu as envie d'étudier, la préparation est progressée en termes de connaissances. Après, bon, il y a... Mais attends, Soulé, à la fin, si demain le Paris Saint-Germain va jouer contre la Inter, il n'y aura pas une grosse différence à niveau physique sur le terrain. Si le Paris Saint-Germain il perd le match, quand même, si. Personne ne va dire que c'était à cause de la préparation physique. Tu vois l'Atalanta l'année dernière, tu te rappelles l'Atalanta Bergame. Ah ouais. Si. Mais tu peux parler ça de l'Atlético de Madrid aussi? Parce que c'est des clubs qui ne laissent rien, qui pressent tout le temps. Oui, parce que Madrid, c'est quand même un club qui est très axé dessus. Après, Barcelone, maintenant, l'Atlético Madrid, pareil.
Non, mais quand il parlait de Madrid, lui, il parlait de l'Atlético Madrid. Hein. Madrid, pardon, excuse-moi. C'est une équipe qui ne laisse rien, de début à la fin. Et tu dis, bon, là, c'est une préparation à l'italienne. Ouais, c'est ça. Après, Simeone, il a joué pendant des années en Italie. Mais après, Simeone, parce qu'il a cette culture de la préparation physique, tu as des entraîneurs qui vont avoir ce profil. Il va mettre sur son effectif un profil physique. T'en as qui ce sera un entraîneur plutôt tactique. Donc, oui, c'est comme Xavi, ça dépend de la philosophie de chacun. Et donc, tu penses qu'en général, les Italiens, ils ont. Ouais, sur cette partie-là, ouais. Et les Allemands aussi. Encore, ouais, et les Allemands aussi. Mais les Italiens, c'est beaucoup répétition des efforts sur la course. Ouais, c'est costaud. Et des fois, ils te regardent même pas. Hein. Tu fais, mais si tu suis pas, voilà. Ah non, mais c'est bizarre. C'est une belle... Pourtant, ils ont pas un jeu où ça saute aux yeux, où c'est pas beau de voir. Tu vois, on dirait que c'est lent, c'est tactique, c'est très hyper tactique, mais tu t'as pas l'impression. l'impression. Que c'est plus la première ligue. La première ligue, tu dirais c'est plus la première ligue par rapport à l'intensité où là ça pousse. Mais quand tu vois avec le club italien, si tu regardes le championnat italien, et moi j'ai regardé pendant des années, et on faute derrière l'autre. Le match, il arrête. Ils discutent avec l'arbitre, ils discutent entre eux. Et c'est une faute. On recommence, faute. Et on discute. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Et on recommence, c'est faute. Ça, je suis d'accord. C'est chiant d'y voir. Leur façon de travailler, c'est pas en ballon, ne ça joue pas forcément avec tous les effectifs sur le terrain, tu vois. Mais par contre, les effectifs comme comment s'appelle l'entraîneur de l'Atalanta déjà Bref. L'entraîneur de l'Atalanta. Entraîneur de l'Atalanta. Gasperini. Lui, par contre, pareil, il a ce profil-là. Lui, c'est de faire bosser son club sur le pressing. On l'a vu sur l'Europa League l'année dernière. Ouais. C'était incroyable. C'était incroyable. Et pourtant, l'équipe de Leverkusen, c'était bon dans ça. C'était incroyable. C'était incroyable comment ça pressait, etc. Donc ça va dépendre des clubs. T'as aussi Hansi Flick en ce moment qui met beaucoup ça en place parce que je regarde beaucoup. Et ce qui était fait avec Xavi, c'était beaucoup plus ballon. Mais il se démarque plus pour Hansi Flick parce qu'il fait ça en Liga. Et la Liga, culturellement, c'est pas leur truc de travailler ça. En France, il y a un club qui est au... que ça te saute. En fait, un exemple tout bête, j'ai regardé comment le PSG travaille. Ça travaille pas. Tu vois. PSG, j'avais regardé, ça travaille à l'espagnol, c'est tout. Ça travaille ça travaille pas. Léger, tu vois, on s'entretient. Regarde, le mec de Monaco là. Toutes les équipes qui rencontrent Monaco, ça fait 2 entraîneurs là. J'ai regardé encore ce matin. T'as l'entraîneur de l'Étoile Rouge de Belgrade et t'as eu l'entraîneur de Lille, Genesio. Ils ont dit, les mecs, ils te mettent une intensité. Monaco. Incroyable. En plus, je pense que vous avez tous vu au niveau du recrutement, ils recrutent des joueurs aussi physiquement qu'ils envoient déjà. Zakaria. Oui, avec Mbolo, tout ça. Singo, je t'en parle pas. Il te met une mine de 30 mètres hier, là, 35 mètres. Putain, le but que le mec a marqué hier, c'était. Et c'est des joueurs qui déjà un peu ce profil Mbolo devant. Mbolo, des bosseurs, qui sont déjà. Non, mais déjà athlétiquement, qui sont déjà puissants. Du coup, ils font travailler là-dessus. Donc, eux, ils ont bien identifié. Mais tu vois, l'équipe de Monaco, c'est trop costaud. L'équipe, elle est complète. Il y a un banc en plus. Donc, l'équipe de Monaco. Je dirais par rapport au profil de joueurs qu'ils ont et l'intensité qu'ils mettent, oui, c'est une des équipes de Ligue 1 qui démarre par rapport à ça. Après, on a l'OM là cette année avec un Italien au banc. Franchement, tu penses qu'Izerbi il a amené cette couture? Non, je pense pas. Les Sampaoli Tudor, oui. Sampaoli Tudor, oui. Comment il s'appelle? Je viens de me le dire son prénom. Désolé, j'ai trop de trucs dans la tête. Zerbi De Zerbi, pardon. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Lui, c'est plutôt passe, etc. Et tu vois que... C'est du rythme dans le cheminement. Il est italien, il vient d'un foot anglais. Mais il est à la base pour faire une équipe physique aussi. Ouais, après, tout dépend de la philosophie de chacun. Mais si tu compares ça à Tudor ou Sampaoli, mais quand tu regardais, tu disais c'est trop. Sampaoli, c'est incroyable. Mais même Tudor, beaucoup de personnes ont craché dessus. C'était dur parce que la préparation, je sais pas, vous avez eu des échos. La préparation était dure. Les joueurs ils se plaignaient. Les pailles et tout, ça se plaignait, etc. Mais par contre, ils ont fait athlétiquement, c'était monstrueux. Et après, bon, c'est vrai que c'est éreintant
surtout quand tu es très exigeant, c'est raté au niveau des heures, je suis bien. Ouais, parce qu'en plus, quand tu joues, en plus, c'est plus la Coupe d'Europe. Ouais. Mais bien évidemment, il faut glisser au bon moment. Forcément, si tu as 3 matchs dans la semaine, tu vas pas t'amuser à pousser. Tu vas juste faire de l'entretien sur des périodes assez courtes, 30 minutes, 40 minutes d'entraînement. Basta, les gars, on revient, les soins, etc. Mais ton entretien, en tout cas, c'est cette qualité que tu développes. Mais Marseille, sur ces deux coachs-là, c'est incroyable. Des Zerbi, c'est totalement différent.